Bonjour, je m'appelle Nathalie Nadon et bienvenue à Force au féminin, des histoires vraies, des forces bien réelles. Le balado qui place le pouvoir décisionnel des femmes au cœur des conversations. Ici, on crée un espace pour réfléchir, apprendre et s'outiller afin de prendre des décisions éclairées, alignées avec nos valeurs et nos réalités personnelles et professionnelles. À travers des échanges avec des expertes, des témoignages inspirants et des conseils concrets, chaque épisode ouvre la porte à plus de confiance, d'autonomie et de possibilités. Force au féminin est une série balado présentée par le Colibri Centre des femmes du comté de Simcoe, en Ontario. Le Colibri est un organisme sans but lucratif qui offre du soutien aux femmes francophones ayant vécu ou vivant de la violence conjugale ou sexuelle. Sa mission est d'accompagner les femmes dans le respect de leurs choix afin de les aider à reprendre leur pouvoir et à avancer librement. Aujourd'hui, je reçois Kitri Hervouet, scénariste et réalisatrice basée à Toronto, et on discute ensemble de son premier court-métrage, 2 moments de vie. Bonjour Kitri Hervouet, comment vas-tu? Bonjour Nathalie Nadon, eh bien écoute, ça va très bien. Merci de m'avoir invitée. Toi, t'es assis sur ton divan, puis moi, je suis par terre sur ton tapis. Exactement. Alors, c'est comme ça. Vous comprendrez que Kitri et moi, on se connaît depuis un bon moment. Et puis qu'il n'y a pas de souci. Moi, je m'installe là, comme si j'étais à la maison. Fait que c'est parfait. T'es arrivée de France autour de 2015. Oui, fin novembre 2015, le 25 novembre 2015. Et à ce moment-là, j'étais les chiclettes à 100%. Donc, je me souviens, t'étais journaliste. On s'est rencontrés, on a fait des entrevues. Fait que c'est un peu comme ça qu'on s'est rencontrés, en fait. On s'est rencontrés, effectivement, parce que je me souviens t'avoir vu plusieurs fois sur scène et t'avoir interviewé. Je t'avais vu à l'Alliance française, je t'avais vu dans un bar également chanter, dans plusieurs bars chanter même. Merci de spécifier que je chantais, que je faisais pas juste boire. Fait que mais t'étais sur scène, en fait. Hein. C'est vrai que moi, quand je t'avais rencontré, c'est que je couvrais un événement. Et tu étais vraiment la personne centrale de cet événement. Hein. Donc, tu chantais, tu dansais, tu jouais. C'était magnifique. Mais explique-moi, t'es scénariste, t'es réalisatrice, t'es productrice, t'es en France. Et là, tu te dis, tiens, je vais aller au Canada. Alors, en France, pour tout avouer, je travaillais en marketing de la télévision. J'avais fait une école de commerce et également un master en production et distribution audiovisuelle. Donc j'ai toujours été passionnée par tout ce qui est télé, cinéma, mais effectivement, je savais pas trop. En fait, c'est pas que je savais pas trop si je voulais devenir scénariste, réalisatrice, mais je savais surtout pas trop comment en vivre. Je pense que c'était ça. Donc, je m'étais plutôt réfugiée dans un métier de bureau en marketing. Et je jouais également du théâtre. Ma passion, à la base, c'est de jouer. Mais donc, ma question encore, c'est comment tu décides? Ah oui, comment je décide de venir au Canada? Au Canada plutôt qu'ailleurs? Alors, j'ai toujours voulu vivre en Amérique du Nord et je voulais vivre dans le côté anglophone parce que je m'étais dit que si je partais de France, je préférais avoir le côté un peu anglophone. Et j'avais hésité entre Vancouver et Toronto. Et ma décision a été assez... assez logique. J'ai fait ça avec mon cerveau cartésien. J'ai regardé les chiffres de l'industrie du cinéma à Toronto et de l'industrie du cinéma à Vancouver. J'ai fait ils sont meilleurs à Toronto cette année. Voilà. Et depuis ces plusieurs projets, télé, web, cinéma, on a eu le plaisir de travailler ensemble sur un récent court-métrage qui s'appelle 2 moments de vie. Oui, effectivement. 2 moments de vie, c'est un court-métrage que j'ai écrit quand j'étais à Paris en 2011, en novembre 2011, suite à la mort de la fille de mon parrain. Et après, il est passé par beaucoup de phases de réécriture. J'ai eu une subvention du Conseil des Arts de l'Ontario, donc j'avais du budget pour réaliser ce court-métrage. D'ailleurs, c'est ma première
réalisation de fiction, parce que j'ai fait un court-métrage documentaire en tant que réalisatrice avant. Et donc, Deux moments de vie, c'est l'histoire de Tristan qui écrit un discours parce que sa fille Victoire a gagné un prix au conservatoire de musique et sa fille arrive et voilà, elle décide d'écrire le discours ensemble et de se remémorer les 2 moments qui ont marqué leur vie. Oui, tu as créé une famille. En fait, c'est seulement 3 personnages, le père, la mère, la jeune fille, mais en fait, c'est 5 acteurs parce que 2 moments de vie. On a donc Tristan et Victoire, jeunes et plus âgés. Il n'y a que le père, en fait, qu'on ne voit que dans les années 90. Donc effectivement, les 2 moments où elles se remémorent leur vie, les 2 moments charnières, l'un des moments, c'est quand Victoire a été prise pour un solo de piano dans une grande institution new-yorkaise. Voilà, je voulais que ça soit un peu international, le solo de piano. Et l'autre moment charnière de la vie de ces 2 femmes, c'est le moment intense où le père apprend que sa fille a été prise à un solo de piano à New York. Et là, il arrive malheureusement une scène qui est assez dramatique. Ton court-métrage traite de violence domestique et familiale, là, on ne va pas se le cacher. Et c'est certain qu'il y a des auditeurs et des auditrices qui n'auront pas encore vu ton court-métrage, parce que là, il est encore en festival, donc il n'est pas sorti officiellement, soit sur des plateformes ou au cinéma grand public. Mais le court-métrage donc traite de violence domestique familiale. Tu en as parlé un petit peu il y a quelques minutes. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir explorer ce sujet à l'écran? Je l'écris, comme je disais tout à l'heure, suite à la mort de la fille de mon parrain, Delphine. Mon parrain s'appelle Jean-Denis. Malheureusement, il a eu une de ses filles qui est décédée. L'histoire est très, très différente. Alors voilà, je tiens quand même à le dire. L'histoire est très différente de ce qui est arrivé à Delphine. Delphine, malheureusement, est décédée parce qu'elle avait quitté son compagnon qui était violent. Et malheureusement, elle a fait, si je me trompe pas, une overdose médicamenteuse dans sa chambre d'hôtel quand elle a quitté son compagnon. Moi, j'ai voulu faire quelque chose de très différent. En fait, au niveau créativité, mon processus créatif pour te l'expliquer rapidement. Moi, je pars d'une idée et après, je brode autour de cette idée. Là, je suis partie effectivement de la mort de Delphine qui m'a vraiment beaucoup émue, choquée, bouleversée. Et je me suis dit que j'allais écrire un court-métrage sur les 2 moments qui avaient marqué la vie d'une femme. Je voulais parler également de rêves brisés, parce que pour moi, en fait, la mort d'une personne jeune, je trouve que c'est toujours triste parce que c'est quelqu'un qui n'aura pas exploré ses rêves, ou le fait même pas de ne pas réaliser ses rêves. Il y a des gens qui n'ont pas forcément envie, qui ont envie d'avoir une vie assez paisible, voilà, des enfants ou pas, une carrière ou pas, voilà. Et en fait, c'est le fait de ne jamais avoir été jusqu'au bout de sa vie. Et j'ai toujours trouvé que c'était très triste, les gens qui mouraient jeunes. Et je voulais vraiment explorer ça, la violence par la violence domestique, effectivement, et les traumas que cette violence peut avoir, que ce soit la violence psychologique et la violence ou la violence physique, parce que je pense que même dans des familles où il n'y a pas eu de violence physique, il y a des familles où il y a eu de la violence peut-être psychologique, des parents qui ont peut-être été durs avec leur enfant pour peut-être que leur enfant donne le meilleur de soi-même, mais qui se sont peut-être pas rendus compte que les remarques cassantes, blessantes pouvaient altérer l'être. Et quand je dis l'être, c'est l'enfant, leur enfant. Donc c'est ça dont je voulais parler.
tu travailles sur un nouveau court-métrage. Et là, tu m'as dit, hors micro, qu'encore une fois, il y avait encore peut-être un peu de violence. Comme j'ai exploré la violence physique sans tout dire de moments de vie, mais j'ai exploré la violence physique dans 2 moments de vie. Donc là, j'explore plutôt la violence psychologique. C'est sur l'emprise qu'un père et qu'un frère peuvent avoir sur la fille et donc la sœur. En fait, j'aime bien parler de la femme et de la condition féminine. C'est ça que je trouve intéressant. Parce que même en 2026, je pense que même si le court-métrage se passe en 1850, le nouveau court-métrage, je pense que les femmes d'aujourd'hui peuvent s'y retrouver parce que l'emprise d'un homme ou d'une figure masculine, que ce soit même un père ou autre, ça peut être un grand-père, un oncle ou autre, ou même un ami de la famille, je pense que l'emprise masculine sur une femme est toujours d'actualité. Oui, c'est bien triste que ce soit des sujets qui ont été explorés et qu'on explore encore. Et d'ailleurs, le fait qu'on les explore encore, ça veut dire que ce n'est pas résolu comme sujet. Le fait qu'une femme peut être maltraitée et également le fait qu'une femme peut aussi passer à l'action concernant cette maltraitance. Et même dans 2 moments de vie, on voit à un certain moment la mère se défendre. Et on peut être victime de violence et se défendre. Et ça, je trouve que c'est important de le dire parce que on dit souvent, oui, si elle s'est défendue, c'est que ce n'était pas une victime. Ou si elle a été elle-même violente, ce n'était pas une victime. Je dis, mais c'est l'un peut aller avec l'autre, en fait. C'est pas forcément l'un ou l'autre. Quand on se fait frapper, l'instinct de survie peut prendre le dessus, ou même quand on reçoit une remarque, on n'est pas obligé de rester silencieuse et de se dire genre ok, je reçois une remarque, je vais aller pleurer dans mon coin. On a le droit de rétorquer. Je pense que c'est important de le dire, que on a le droit maintenant de s'affirmer, de prendre sa place en fait en tant que femme. Et après, la société va dire ah mais tu n'es pas une victime vu que tu as fait ça. Je dis mais si, tu peux être une victime, même si tu te défends, en fait. J'aurais envie de décortiquer ton court-métrage un peu sans donner les punchs, comme on dit, mais dans le film, j'en ai parlé, il y a la famille, il y a les 3 personnages, le père, la mère et la fille, mais le 4e personnage, c'est la musique. Et la trame est super belle parce que t'as vraiment... Bon, c'est pas toi qui as écrit la musique, mais t'as imaginé, t'as envoyé des clips audio à la pianiste, puis t'as dit, peux-tu me faire quelque chose avec ça? Pourquoi? Premièrement, pourquoi t'as voulu prendre la musique comme témoin de cette violence-là? Je ne suis pas une pianiste refoulée, j'ai toujours adoré Chopin. Je pense que c'est important parce que grâce à la musique, on peut exprimer des sentiments, des émotions. C'est un art comme un autre, la musique. Et je pense que par exemple la jeune fille Victoire va exprimer ses émotions grâce à ses compositions, parce que dans le film Victoire, la jeune fille a composé un morceau original de piano. Et quand on compose, c'est pareil quand on écrit ou quand on peint ou on dessine, on part de son être. Et après, on va broder face à sa vie. Et c'est pour ça qu'elle écrit quelque chose d'assez dramatique, une composition de piano qui est assez triste, parce que sa vie n'est pas forcément joyeuse, vu qu'elle est victime de violences physiques et psychologiques. Donc c'est ça que je voulais exprimer, le fait que grâce à la musique, on peut... Et la musique aussi permet parfois de guérir ou permet d'atténuer la douleur.
Et pendant un certain temps, quand on joue ou quand on écoute même la musique, et que parce que la mère va écouter sa fille jouer, elles vont peut-être oublier leurs problèmes. Donc c'est une façon également de se dire j'ai un échappatoire. Là, je vais te poser une question vraiment technique pour le plaisir de la chose. Quand tu fais un casting, donc tu choisis une actrice, un acteur, mais est-ce que je veux dire, là, dans le film, on le voit très bien, l'actrice joue du piano. Est-ce que tu dois trouver absolument une... Parce qu'en plus, c'est un défi. Là, ici, tu es à Toronto, donc il te faut une actrice francophone d'un âge spécifique pour faire ta jeune. Il faut qu'elle soit capable de jouer du piano. Là, ça te fait beaucoup de contraintes. Alors déjà, je vais commencer par la composition originale de piano. Elle a été composée... le morceau a été composé avant le film parce que sur le plateau on voit les mains et autres de la personne qui joue du piano. Donc forcément il fallait que on ait le morceau composé avant, ce qui est très rare pour information parce que généralement on compose la musique une fois que le film est tourné. Donc pour la compositrice, moi ce que j'avais fait, c'est que je l'avais donné des morceaux de Chopin et autres, et je lui avais dit vas-y, j'aimerais sur la même ambiance que Chopin. Elle m'avait regardé genre ouais, c'est difficile. Parce que Chopin c'est difficile, hein. C'est un compositeur quand même très renommé et autres. Donc elle m'a dit c'est un travail quand même assez ambitieux que tu me demandes. Donc en fait, quand j'ai voulu caster mes acteurs, j'aurais posé la question et j'aurais dit écoutez, si vous savez pas jouer du piano, vous savez pas jouer du piano. À un certain moment, c'était pas un turn off pour moi. C'était pas j'aurais dit si tu sais pas jouer du piano, je vais pas te caster. J'aurais dit c'est en plus si tu sais jouer du piano. Karine, qui joue Victoire plus âgée, elle a un mari qui est musicien. Donc elle a appris les premières notes du morceau. Maya, plus jeune, elle sait pas jouer du piano. Elle a tenté, bon, c'est difficile. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à l'une des deux compositrices, parce qu'il y a une deuxième compositrice qui est arrivée sur le projet un peu plus tard, à venir sur le plateau. Et en fait, on l'a habillée comme l'actrice. Et on lui a fait jouer les notes, quoi. Donc en fait, quand on voit Victoire jouer, c'est la compositrice. Et quand on voit également Karine jouer, au début c'est Karine, et après les notes d'après, en fait, c'est Andrea qui était la première assistante. Donc en fait, on a pris ses mains, on l'a habillée comme Karine. Mais c'est toujours intéressant parce que les gens, c'est vrai, on se rend pas compte, mais au cinéma, c'est un peu, en anglais, on appellerait ça du make believe. Donc, en fait, on te fait croire que il y a quelqu'un qui joue du piano, qui est compositrice, qui est très jeune et autres, qui a de la violence. Et d'ailleurs, j'aimerais dire, personne n'a été blessé sur le plateau, personne n'a été frappé sur le plateau. Comment on se prépare justement pour des scènes qui étaient quand même, assez physiques? Ouais. Là, je me disais, voyons, ils vont pas... Mais effectivement, il y a personne qui s'est blessé, mais comment on se prépare justement pour démontrer la violence à l'écran? Alors moi, c'est vraiment une scène qui m'a un peu stressée. C'était la scène où je savais pas trop comment la tourner. Je savais pas. En fait, je voulais que ça rende naturel à l'écran, qu'on a l'impression qu'il y a vraiment les femmes se fassent frapper, puisque en fait, on voit la violence. C'est assez frontal. Donc, moi, ce que j'ai fait, je sais pas si c'est la bonne solution, mais en tout cas, ça a été ma solution. Ce que j'ai fait, j'ai été sur YouTube et j'ai regardé plein de scènes de violence. Donc c'était assez intéressant. J'ai regardé aussi plein de scènes de piano pour savoir où il plaçait la caméra, au niveau derrière le piano, du côté du piano. Parce que en fait, pareil. C'est un exercice cinématographique. Oui, mais c'est ça. C'est comment tu fais en fait pour
tourner un film avec des scènes très différentes. Il y a une scène à une table, ça, bon, c'est assez bateau comme scène. Mais c'est vrai, la scène de violence, j'ai appris que, par exemple, tu vas mettre la caméra de l'autre côté du coup de poing. Donc, si, par exemple, elle se fait frapper du côté gauche, et tu mets la caméra du côté droit. Parce qu'en fait, on va pas voir, en fait, qu'elle se fait pas vraiment frapper. La caméra va juste capter le mouvement et le fait que on a l'impression qu'elle se fait frapper peut-être sur la joue, mais en fait le coup de poing n'arrive pas en fait sur la joue. Il arrive avant où il va frôler la joue. Là, c'est le fun que tu nous racontes un peu les dessous, là, les coulisses. Mais c'est toujours intéressant parce que les gens, c'est vrai, on se rend pas compte, mais au cinéma, c'est un peu, en anglais, on appellerait ça du make believe. Donc, en fait, on te fait croire, Faire semblant. C'est-à-dire, on te fait croire que y a quelqu'un qui joue du piano, qui est compositrice, qui est très jeune et autres, qui a de la violence. Et d'ailleurs, j'aimerais dire, personne n'a été blessé sur le plateau, personne n'a été frappé sur le plateau. Mais c'est vrai, la scène de violence, j'ai appris que, par exemple, tu vas mettre la caméra de l'autre côté du coup de poing. Donc, si, par exemple, elle se fait frapper du côté gauche, et tu mets la caméra du côté droit. Parce qu'en fait, on va pas voir en fait qu'elle se fait pas vraiment frapper. La caméra va juste capter le mouvement et le fait que on a l'impression qu'elle se fait frapper peut-être sur la joue, mais en fait le coup de poing n'arrive pas en fait sur la joue. Il arrive avant où il va frôler la joue. Mais c'est l'intérêt effectivement de placer la caméra, voilà. Et on avait quand même aussi un coordinateur de cascade, donc on n'avait pas aussi beaucoup de place au niveau de la scène. Il fallait pas que ça bouge beaucoup, on pouvait pas courir dans tous les coins pour se faire taper dessus. Mais justement de montrer réellement ces choses à l'écran, au cinéma, à la télé. Est-ce que ça contribue justement à briser le silence, encourager un dialogue quand on voit, au lieu de dire « Ah, on pense que c'est ça qui est arrivé ». Tandis que là, comme dans ce film-là, puis je dis pas ça parce que j'y ai participé, mais c'est très, malgré cette scène-là qui est très dure à voir, le film est très poétique et on sort de là vraiment... Il y a tout de suite une réflexion qui s'installe en nous, qui va s'installer avec les autres autour de nous. Mais moi, c'est ça que je voulais. Parce que moi, quand je fais un film, il faut que ça me touche personnellement. Si je fais un film qui me touche pas, après si c'est un film de commande qu'on m'engage, pourquoi pas. Mais si c'est un film personnel, il faut que ça me touche. Et moi, en fait, j'avais cette réflexion. Quand j'ai écrit le scénario, je me suis dit, moi, ce que je veux, c'est qu'on parle d'une femme qui a eu des traumas. De deux femmes qui ont eu des traumas, la mère, la fille, de rêves qui se sont peut-être pas déroulés comme on voulait à cause du fait de cette violence et de ces traumas. Comment on vit aussi avec ces traumas, comment la mère, la fille peuvent vivre avec ces traumas, comment on s'en sort ou pas suite à ces violences domestiques. Et je trouvais que c'était intéressant. Et donc moi, si ça peut toucher le public et l'émouvoir ou pas, et d'ailleurs c'est ça qui est peut-être intéressant, c'est ça peut laisser froid certains spectateurs, mais c'est le but aussi d'un film, ça ne va pas toucher tout le monde. Mais en fait, si ça peut toucher aussi un homme ou des hommes, parce que je pense que quand tu parles de la violence faite aux femmes, tu prêches déjà des convaincus. Les femmes, elles sont déjà convaincues que la violence faite aux femmes, c'est pas bien. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est aussi de toucher le public masculin et de se dire... Eux aussi disent la violence faite aux femmes, c'est pas bien. Les alliés sont là. Là, bon, dans le film, c'est le père. Après, la violence peut être entre femmes, mais ce qui est peut-être un peu plus rare. Mais en fait, ce que je trouvais intéressant, c'est de briser aussi le tabou, de se dire un homme, quand il regarde le film, peut se dire j'ai pas envie de le faire moi.
à ma femme, ma fille, une de mes amies, n'importe qui. C'est aussi ça qui est important, je pense, de dire. Un homme peut se dire ah, je l'ai peut-être déjà fait. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est pas bien. Parce que malheureusement, je pense qu'il y a des gens qui se rendent pas compte que leur violence physique ou psychologique a des conséquences. Et se dire, je le referai peut-être plus. Et je parle même de la violence psychologique. Tu sais, être vraiment ridiculisé, faire des remarques hyper blessantes peut avoir des conséquences sur la vie de quelqu'un, d'un enfant qui va plus tard devenir un adulte, qui va peut-être plus tard avoir un ou des enfants, peut-être. Je dis pas que c'est le cas, mais qui potentiellement, si cet enfant qui est devenu adulte n'a pas travaillé sur lui, potentiellement pourra reproduire le schéma familial. Malheureusement, en fait, c'est peut-être ça aussi qui est difficile, c'est casser ce cercle vicieux, le changer, essayer de se dire que je n'ai pas envie de reproduire ce qui m'est arrivé quand j'étais jeune, ou ce qui m'est arrivé en tant que femme dans une précédente relation. Je n'ai peut-être pas envie de me remettre avec quelqu'un, peut-être se dire ma prochaine relation, je vois déjà les signes d'un homme qui ne me conviendrait pas, d'un homme qui peut être violent psychologiquement et physiquement. Qu'est-ce que tu souhaites aux femmes en 2026? Je leur souhaite d'apprendre et de mieux se connaître et de se battre. Et je pense que c'est important que les femmes se battent. On parle souvent de femmes féministes. Il y a beaucoup de gens qui vont critiquer. Ah, c'est pas bien d'être féministe, c'est pas bien d'être féministe. Mais je pense qu'en fait, c'est un grand mot, être féministe. Mais en fait, pour moi, être féministe, c'est juste d'être soi-même et de se battre pour ses valeurs. Et des valeurs qui vont bénéficier pour d'autres femmes. Je vous rappelle que le Colibri Centre des femmes du comté de Simcoe est ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30. Les services à distance du Colibri sont accessibles par téléphone ou par courriel et les services en présence sont offerts sur rendez-vous. Si vous avez besoin de soutien en dehors de nos heures d'ouverture, contactez la ligne de soutien FAMED, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, en composant le 1-877-336-2433. Le 1-877-336-2433. En cas d'urgence, composez le 911.